cher Bruno Latour, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cet entretien. Nous, de l'Atelier des Humanidades, Atelier de Humanité, sommes heureux de cette opportunité. Heureusement, la publication de Faça Gaia est un succès commercial au Brésil. Cependant, comme il n'y a pas de débat intellectuel, ni de lutte contre les ennemis négationnistes, laissant de beaux livres sous les étagères, nous pensons que votre entretien sera une contribution importante à la cohésion de Faça Gaia au Brésil, non seulement dans le milieu universitaire, mais aussi dans l'espace public. Merci beaucoup, Monsieur Latour, pour la présence et l'opportunité. Parlons, nous, du livre Faça Gaia, en tirant quelques fils qui s'entrelacent avec notre travail, votre travail précédent. Le premier fil peut être tissé à partir des problèmes de la nature, de la science et de la politique. Après, nous parlerons de la religion, de la guerre et de la géopolitique. Bien, commençons pour une question très générale pour le situer par le public. Depuis, nous n'avons jamais été modernes, structures politiques de la nature. Les questions d'écologie politique ont pris une place centrale, étant associées à votre critique des conceptions modernes de la culture et de la science. Pourriez-vous nous parler un peu de la façon dont cette question émerge de votre travail jusqu'à l'éruption des questions du Anthropocène? Oui, c'est-à-dire que je suis arrivé à ces questions pas du tout comme beaucoup de gens parce que je suis naturaliste ou intéressé, disons, par les êtres de la nature. Ce n'est pas par là que je suis rentré. Ce n'est pas par le goût, disons, de la promenade ou de la vie sauvage ou bien la rencontre de catastrophes écologiques particulièrement fortes. Je suis rentré par le biais des études que j'ai faites avant sur la pratique scientifique. Donc, j'ai étudié pendant beaucoup d'années, depuis la vie de laboratoire, les scientifiques au travail. Et il se trouve que, en suivant les controverses créées par les découvertes scientifiques, je suis évidemment tombé assez tôt, dans les années 90, sur l'effet de ces recherches scientifiques sur le débat public. Et donc, c'est effectivement au moment où j'ai fait politique de la nature que je me suis aperçu qu'il y avait dans l'ensemble des questions scientifiques controversées, une énorme partie de ces controverses portait sur des questions qui ne sont pas exactement de la nature, mais des objets communs. Et en particulier, mon travail était fondé sur une étude sur l'eau et sur les politiques de l'eau. Donc, c'est à partir de là que je me suis aperçu, en tirant le fil, comme vous dites, qu'il y a l'eau, et puis derrière l'eau, il y a l'atmosphère, ensuite il y a la terre, etc. Et j'ai découvert à ce moment-là Gaïa et les travaux de Lovelock, que j'ai mis longtemps à absorber, parce que ce sont des idées nouvelles. Et finalement, il y a simplement 6 ans, je suis revenu au terrain de mon origine, c'est-à-dire à la sociologie des sciences, en travaillant avec les camarades scientifiques des zones critiques, et ceux qu'on appelle les savants des zones critiques, disons. Et je viens de faire une exposition et un livre sur ce nouveau terrain, en quelque sorte. Donc ma ligne d'intérêt est une ligne d'anthropologie des sciences, en fait. C'est pour ça que j'ai une vision un tout petit peu différente, disons, de l'écologie politique telle qu'elle est comprise par des activistes ou par des naturalistes. Bien. Comme point de départ de Faça Gaia, vous prenez une position très catégorique en défense des faits établis pour les fragiles sciences, comme vous avez dit,
des climatologues et des scientistes de la Terre. Certains considèrent votre position comme une distanciation avec mea culpa par rapport aux thèses originales de Science and Technology Studies. Après la post-vérité, vous vous retireriez face au desastre de que votre génération a contribué à gérer avec la relativisation des sciences. Bon, à mon avis, ce n'est pas la question, car vos formulations sur la référence circulante et les processus socio-techniques de traduction et description restent les critères pour dire pourquoi les scientifiques peuvent dire choses que les climato-sceptiques ou climato-négationnistes ne peuvent pas. Mais j'aimerais vous écouter à ce sujet. Qu'est-ce que les Science Studies constituent une bonne arme pour combattre les négationnistes galopants? Vous avez raison. Ce n'est pas du tout une différence entre l'argument que je faisais disons, dans les années 80 et les arguments que je fais maintenant. La sociologie des sciences n'a jamais été une critique de la possibilité d'arriver dans certaines circonstances, avec certains instruments, dans un type de société, à des faits avérés et certifiés. La question de du STS, c'était de savoir comment on y arrivait. Donc, l'argument de dire « Ah tiens, c'est drôle, M. Latour croyait qu'il n'y avait pas de faits, et maintenant il croit qu'il y a des faits », c'est complètement absurde et vous avez raison de le signaler. Il se trouve juste que, de façon assez amusante, ceux des scientifiques qui, parfois, protestaient contre mon travail il y a 40 ans parce qu'ils le voyaient comme une attaque sur l'activité scientifique, aujourd'hui, évidemment, puisque la science est attaquée par des forces bien supérieures aux relativistes, c'est-à-dire la force des négationnistes, se disent, tiens, mais ce que dit M. Latour et les Science Studies, ça serait peut-être une aide pour renforcer le travail et disons le degré de certitude et la confiance que les gens ont, le public a dans les sciences. Et je crois que nous en avons un assez bel exemple dans la pandémie du Covid-19, parce que tout le monde s'aperçoit bien maintenant qu'il faut beaucoup de conditions pour produire des savoirs, que certains savoirs sont assez assurés, d'autres moins assurés, et que tout ce travail collectif de tâtonnement est à la fois le produit d'une activité scientifique qui est très évidemment sociale, controversée, etc., et qui en même temps, sur un certain nombre de points, mais pas tous, aboutit à des certitudes locales, provisoires, révisables. Bref, c'est la science telle qu'elle se fait, la science telle que je l'ai toujours à la fois défendue, bizarrement, et étudiée. Donc, je crois que ce débat-là, on peut évidemment, il y a toujours des gens qui se mettent derrière les climato-sceptiques, mais ça n'est plus une question scientifique. C'est une question qui est clairement une question dans quel monde vous voulez vivre, et moi, je ne veux pas vivre dans votre monde. Ça serait un peu la position de vos amis brésiliens qui sont climato-négationnistes. Ce n'est pas une question scientifique. Ça ne sert absolument à rien d'aller dire, mais si, il y a beaucoup de données pour, derrière ces faits qui sont robustes et bien établis. Pas plus que ça ne sert d'aller se battre au nom de la science sur des raisons religieuses ou idéologiques. Donc là, je crois que votre position est juste. Le STS, les Science Studies, reste pour moi, et dans la période où on était accusé de critiquer la science et dans la période où on est accusé de la renforcer, le même travail, le même respect pour les conditions sociales, médiatiques, morales, financières de l'activité scientifique. Donc, je crois que c'est pas là où est le problème, disons. Par contre, si on interrompt le travail scientifique, si on supprime les subventions des chercheurs, si on réprime leurs découvertes, si on interdit leurs journaux, si on les empêche de se réunir, alors là, on attaque
la capacité des scientifiques d'arriver à des certitudes. Ça, c'est assez clair. Mais ce n'est plus un problème politique, ce n'est plus un problème scientifique, c'est un problème d'organisation de la cité dans laquelle on vit. Et cette question nous conduit à une autre sur la critique et votre relation avec la critique, la sociologie critique. Dans l'atelier des humanités, nous avons un projet appelé Cartographie de la critique, qui réfléchit au fondement, aux potentialités et aux limites de la critique au XXe siècle. Nous partageons avec vous la conception de qu'il y a un malaise avec la pensée critique qui est piégé dans l'hypercritique et l'hyperinflation des crises, a une certaine responsabilité avec le climat intellectuel de dévastation générale aujourd'hui. Mais, si l'on se rappelle avec Reinhard Koselleck et les philosophes anciens, que vous connaissez très bien, que la critique est le processus et les actes de décision face à la crise, l'origine étymologique, c'est ça, face à la demande de la praxis, il me semble que c'est une activité incontournable de la pensée et de l'action. D'une certaine manière, si vous me permettez, Face à Gaia est un travail de critique et de diagnostic du présent. Vous avez là fait même une proposition non moderne de concepções de alienação et d'émancipation. Que pensez-vous de la critique du rôle des intellectuels, des scientifiques dans les sociétés contemporaines? J'aime assez votre expression de hyperinflation de la critique. C'est à ça que j'ai réagi en 2002 par cet article qui a fait quelques bruits sur le fait que la critique n'avait plus d'énergie. Why critique run out of steam? À cause justement d'ailleurs de la question des climato-sceptiques, déjà en 2002. Donc évidemment, si on prend la définition de Koselleck, le travail critique est synonyme du travail intellectuel. Ça n'a pas beaucoup de sens de le nier. Mais j'ai réagi, je pense, à une question qui d'ailleurs se pose aujourd'hui même avec ces élections américaines, qui est finalement à quoi sert cet énorme investissement, cette hyperinflation, comme vous dites, de capacité critique si nous ne pouvons pas empêcher que 60 millions d'Américains, et peut-être plus, on va le savoir tout à l'heure, votent pour Donald Trump, ou chez vous, pourquoi cet extraordinaire flot d'intelligence brésilienne, des grands intellectuels brésiliens et des humanités, comme vous dites, a aussi peu d'effet sur le cours, disons, de l'action politique. Donc j'avais réagi en disant, mais attention, est-ce que critique avait un sens au XXe siècle quand il fallait réagir à l'hégémonie, disons, du scientisme, de la version moderne du progrès et du développement, mais est-ce que maintenant, au XXIe siècle, ça a un sens alors que c'est plutôt la reconstitution, le ravaudage, comme on dit en français, de retrouver un sens commun qui est important. Donc, je trouvais qu'il y avait un décalage, disons, entre la distance qui est prise par la notion de critique et la nécessité d'engagement et de proximité, de ce que j'appelle la proximité critique et pas la distance critique. Alors, évidemment, là, je pense que ça fait une différence et que les tâches et les valeurs, disons, du travail intellectuel sont plutôt maintenant du côté de la reconstruction, de trouver de la remise en confiance et, ça c'est le point important évidemment avec Gaïa, la redécouverte de quelque chose qui ressemble un peu à un sol ou à un ancrage, alors que la critique était très associée
à une idée de nomadisme, de distance, de mouvement, de globalisation, de sortie du moins en Europe, hein, de sortie de la province, de la campagne, du passé, etc., etc. Mais j'ai résolu le problème tout simplement par le travail que je fais et le catalogue que je fais qui s'appelle Critical Zone, zone critique, parce que ça m'aide à transformer le mot critique, non pas comme une attitude et de distance, mais comme un lieu. Nous vivons, et de ce point de vue-là, la formulation de votre question est assez exacte. Nous vivons dans une zone critique. Donc, le mot critique a changé de sens, et plus la distance, et comment arriver à tenir à l'intérieur de cette zone critique qui est très petite et qui est la seule chose, qui est Gaïa en fait, et qui est la seule chose dont nous avons l'expérience. Donc, voilà mon histoire avec critique, peut-être maintenant, je dirais peut-être exagérément critique de la version française aussi et américaine de cette espèce d'hyperinflation, comme vous avez dit fort justement, et de banalisation de l'esprit critique, et ce que j'appellerais maintenant son renforcement, disons. Et du côté de l'activité intellectuelle de la théorie critique, je pense que la théorie critique qui doit être développée, pour votre opinion, il sera uma concepção de critique não humanista, uma concepção de critique não humanista, pós-humanista, ou uma concepção de critique qui fait l'alliance entre humain et non humain. Uma concepção de critique intellectuelle, non avec, sans un décalage avec le sens commun et la conception terrain des humains et non humains. Cette critique demande uma nova relação, uma nouvelle relação entre savoir e puissance de l'agir, e uma nova aliança des humanités avec scientifique et sens commun. Par exemple, demande les humanités scientifiques, como vous avez dit em Cogitamos, ou uma humanité environnementale, como le disent Jean-Baptiste Fressow et Christophe Bonnel. C'est une reconfiguration de les humanités elles-mêmes qui s'est demandée. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est compliqué pour un groupe qui s'appelle Humanité de parler du fait qu'il ne faut pas que ce soit humanité, mais le mot humanité scientifique ou humanité environnementale, nous l'avons utilisé, je l'ai utilisé, et ça m'amuse d'ailleurs que vous citiez Cogitamus, parce que personne ne cite Cogitamus, ça a été un échec complet dans ce livre, même si je l'aime un peu quand même. Donc l'idée assez simple, c'est de dire la tradition qu'on associe à l'humanité a toujours été des liaisons entre, disons, le cosmos et l'humain. Ça n'a jamais été anthropocentrique. Les humanités n'ont jamais été anthropocentriques dans la grande tradition humaniste, j'entends. C'est simplement la version de la deuxième partie du XXe siècle où la notion d'humanité s'est un peu réduite. Elle s'est réduite, justement, elle est devenue de plus en plus anthropocentrique et limitée à non pas n'importe quels humains d'ailleurs, mais les humains des sociétés industrielles en situation de privilège et de pillage du reste de la planète. Donc, quand on dit sortir de l'humanisme, ça veut dire avoir d'autres modèles que le seul modèle, disons, de l'humain du XXe siècle industrialisé qui ne s'occupe que de lui. Ça, je crois que c'est assez, tout le monde partage ce doute sur l'humanisme. Maintenant, la question difficile, c'est quelle est la nouvelle figure de l'humain à partir du moment où on lui rajoute l'ensemble des relations qui lui permettent d'exister. Là, il y a vraiment une mutation. Je viens d'ailleurs de finir aujourd'hui même un livre sur
cette question de la métamorphose, disons, de l'humain saisi par le confinement, parce que c'est aussi ce qui m'intéresse en ce moment, on est confinés, vous aussi, je suppose. Et cet humain confiné, c'est un humain qui doit subir des métamorphoses assez nombreuses. Et là, les humanités, un humain à virus, par exemple, un humain masqué, un humain qui laisse du CO2 derrière lui, un humain qui doit se préoccuper de l'ensemble de sa nourriture, etc., c'est évidemment un humain qui ressemble un peu à l'humain de la grande tradition humaniste, mais qui est très différent de l'humain du XXe siècle. De ce point de vue-là, il y a un débat, un combat entre ce que j'appelle les humains et les terrestres. Et là, vous avez raison de rappeler que la distinction, qui de nouveau fait un déplacement par rapport à l'ancienne notion de critique, c'est que le terrestre a un sol, ou du moins un rapport extrêmement important avec le sens commun, alors qu'on associait plutôt, pour parler de la question précédente, la notion de critique avec une distance par rapport au sens commun. Le sens commun était considéré comme ce dont il fallait sortir, alors que maintenant le sens commun et la définition de l'humain et de la zone critique deviennent très importantes. Isabelle Stenger, d'ailleurs, vient de faire un livre qui s'appelle Restituer le sens commun ou Retrouver le sens commun, qui est dans cette ligne aussi. Donc, l'alignement des humanités, du sens commun et de la critique n'est plus le même que celui de la deuxième partie du XXe siècle, ça c'est sûr. Je ne sais pas si vous voulez des questions très brèves ou des réponses très brèves ou pas. Je parle peut-être trop longuement, vous me le direz. La question nous conduit à le fil du langage, né? Dans le silage de l'épuisement do paradigma de representação social, de l'analyse do discours, de pós-structuralisme, vous avez un rôle important avec d'autres, comme Luc Boltanski, Isabelle Stangès, dans l'introduction de la rhétorique, au sens large e bom du terme rhétorique, au sein des sciences sociales, articulées à la sémiotique et au pragmatisme général. Ce contexte qui entrelace la science, la politique et le droit est présent dans les passages sur l'indissociabilité entre fait et valeur, discussion, compréhension, de jure et de facto, dans Face à Gaia et d'autres livres. Quelle est l'importance de la rhétorique et de la sémiotique pour comprendre comment la science se fait entrelacer la politique et la démocratie et comment le monde ne peut-il être compris qu'à travers une ontologie plurale et expérimentale? C'est une question un peu large. Sur la rhétorique, le mot rhétorique, je ne suis pas sûr de l'utiliser, mais sémiotique, oui, ou tout simplement parce que les effets de parole, de langue et les effets d'ontologie, pour prendre une expression philosophique un peu pédante, sont liés. D'ailleurs, c'est la première chose que j'ai faite, ma thèse s'appelait exégèse et ontologie. C'était déjà, et exégèse et la sémiotique, pour moi, c'est le même travail. C'est-à-dire que le sens, la réalité et le sens, c'est deux fois la même question. Mais je ne sais pas si ça intéresserait vos auditeurs, parce que c'est une question vraiment de métaphysique. En pratique, ça veut dire qu'on ne peut pas faire un travail de sciences sociales, puisque c'est de ça que vous parliez, sans s'intéresser au texte, à la façon dont le texte est rédigé, ce que Donna Haraway dit d'une façon assez flamboyante, mais efficace, avec cette notion de narration spéculative, c'est-à-dire que c'est seulement par la spéculation que les sciences, d'ailleurs, parviennent à des certitudes, et les sciences sociales ne peuvent atteindre ce niveau de précision, d'invention, d'originalité, qu'à la condition d'être attentive aussi aux effets de sens produits par la façon dont elles racontent leurs histoires
Et histoire n'est pas négatif, ce n'est pas l'équivalent de la fausseté. Les histoires, c'est au contraire la chose la plus difficile qui soit, et celle qui saisissent de façon le plus directe la réalité dont elle parle. Donc, ça, c'est plutôt, c'est pas vraiment une école, c'est une tradition qui remonte, alors qui est vraiment celle des humanités, qu'on ne peut pas distinguer les sciences sociales de la capacité à sentir la textualité, à sentir la réalité de la procédure de sens, puisque produire du sens, c'est toujours être attaché à l'énonciation, à la façon dont on le dit, à la réaction des gens à qui on parle, etc. etc. Donc, là, je n'ai rien inventé, j'ai simplement été assez obstinément intéressé par la sémiotique depuis ma première thèse jusqu'à Gaïa, effectivement, face à Gaïa, comme les 2 premiers chapitres sont là-dessus. Et je l'ai continué à parler de Gaïa par le théâtre, les conférences, spectacles, par les expositions, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la forme exposition, la forme théâtre, la forme livre, donne d'autres saisies d'un phénomène qui, sans cela, nous échapperait. Mais c'est vrai aussi d'un scientifique qui construit une expérience de laboratoire, qui met en scène des expériences spectaculaires, etc. Ça, c'est très commun, disons, à la pratique savante. Là, on est en plein dans les humanités. C'est la définition même des humanités, je dirais. Et ça ne distingue pas les sciences et les humanités. C'est la façon dont les humanités, ou l'exégèse au sens large, comprend les sciences exactes. Passons à un autre fil de son œuvre, celui de la religion, qui est central dans les Face à Gaïa. Dans Politique de la nature, vous aviez déjà mentionné au passage qu'il fallait séculariser la conception de la nature. Cependant, c'est dans Face à Gaïa, et bien sûr dans Gifford Lectures, que vous faites une histoire qui restitue la construction d'une théologie politique de la nature dans la modernité. Nous sommes ici confrontés à une interprétation impressionnante, un dialogue avec des auteurs tels que Eric Voegelin, Stephen Tolman, Peter Sloterdijk, etc. Il me semble qu'il y a 2 objectifs conjugués dans Face à Gaïa. D'une part, montrer comment le modernisme a perdu la matérialité du monde avec l'immanentisation du transcendant, avec l'agnostique chrétienne après Joaquim de Flore. Et d'autre part, retrouver a concepção original do Apocalipse, contra a degeneração gnostique. Um apocalipse associé à la logique de l'incarnation, de la génération et de la médiation, associé au problème du fin du temps dans le temps qui passe. Toute cette élaboration est chargée de revitaliser la religion comme religere, comme soin, comme non-négligence, avec, comme l'avait dit Michel Serres, un soin pour lequel la diplomatie est chargée. Pourriez-vous nous parler de la place de la théologie politique et de la religion dans vos réflexions récentes, en montrant comment ela s'attache au fil des études précédentes sur l'énonciation religieuse dans Jubilé et autres études? C'est une belle question et vous avez lu avec beaucoup d'attention et je vous remercie. Les questions sont de très belles questions. Mon entrée dans cette affaire, contrairement à mes collègues français des sciences sociales, c'est que la religion est un poison, disons, qu'il faut utiliser à petite dose. Mais si on ne sait pas d'où vient ce poison, qui est capable de faire des choses merveilleuses, ça devient une catastrophe. Donc, ma solution a toujours été de dire, sur les questions religieuses, il faut d'abord être religieux pour comprendre de quoi elles viennent. Et ensuite, on peut, grâce au fait que c'est une tradition millénaire, en compenser, disons, les dangers. J'ai d'ailleurs découvert depuis le livre que j'aurais dû lire, mais que je ne connaissais pas, de Ivan Illich, qui s'appelle en français « La corruption du meilleur entraîne le pire ».
qui est un livre tout à fait étonnant à la fin de sa vie d'interview. Et c'est exactement ce qu'il dit. Et nous en avons au Brésil un exemple évidemment tragique avec le pentecôtisme, avec l'extension de la religion dans la théologie politique, et comme on l'a aussi d'ailleurs en Amérique. Donc, la perversion du meilleur entraîne le pire. C'est une façon de dire, pour arriver à éviter le pire, il faut évidemment s'intéresser à l'origine de tous ces thèmes. Et c'est pour ça que j'ai été très, très passionné, parce que j'avais cet intérêt depuis toujours sur le christianisme, de lire Éric Voegelin, et qui introduit cette notion d'immanentisation, qui est au fond une définition du modernisme, et probablement la plus précise du modernisme, c'est-à-dire le modernisme, c'est la laïcisation de l'idéal eschatologique, mais précisément sa corruption, puisque cet idéal eschatologique, au lieu d'être justement ce qui ne peut pas être réalisé sur Terre, on prétend le réaliser sur Terre. Et donc, on a cette espèce d'amalgame de théologie et de politique. Si vous voulez, on a, pour le dire de façon vulgaire, le beurre et l'argent du beurre. On a à la fois tous les plaisirs terrestres, ceux de la réalisation matérielle, et en même temps, on a les idéaux du ciel au sens de heaven, en même temps qu'on a l'accès au monde. Et je crois qu'il n'y a pas vraiment fondamentalement d'autres sources de la domination matérielle des extracteurs, de ceux qui sont en train de piller la planète, que ce mélange de théologie et de politique, qui est une perversion de la religion, mais il ne faut pas l'oublier, c'est aussi une perversion de la politique, puisqu'on perd la capacité de faire attention à la situation, qui est la définition quand même de la politique, et de faire attention au sens que vous avez dit, c'est-à-dire de soin. Le contraire, la religion, c'est le contraire de la négligence, disait Michel Serres, qui est la caractéristique de la religion. Donc, cet amalgame de ce terme un peu bizarre, mais qui est très juste, d'immanentisation, ou comme le dit Illich, la corruption du meilleur entraîne le pire, m'a beaucoup intéressé. Et maintenant, il prend des dimensions tragiques, et au Brésil, et en Amérique. Mon ami Eduardo Vivero de Castro va encore plus loin, puisque lui, il voudrait remonter encore avant la période chrétienne, jusqu'à la théorie de l'âge axial, qui est une espèce de lubie des philosophes, et qui c'est pas simplement, dit-il, avec Deborah Danowski, ils font un cours en ce moment ensemble. Ça n'est pas simplement la fin du modernisme à laquelle nous assistons, c'est à la fin de l'âge axial, c'est-à-dire ces mauvaises idées de la transcendance qui ont entraîné des peuples entiers, comme l'Amérique en ce moment, et le Brésil et beaucoup d'autres, hors sol. Donc, on ne peut pas étudier ces questions sans s'intéresser à la religion, et même sans sentir l'importance du religieux, chose qui reste complètement anathème, je dois le dire, en France, avec mes collègues des sciences sociales qui sont sur les questions religieuses à peu près au niveau de Voltaire, même c'est très injuste pour Voltaire, au niveau des calotins, des anti-calotins de la fin du 19e siècle. La concepção de retour ao terrestre é uma retradução da questão de l'incarnation? Oui, enfin, disons, le thème de l'incarnation, qui a été retravaillé dans ce texte très important du pape François Laudato Si, avec plein de problèmes théologiques, parce que, évidemment, c'est compliqué pour un pape qui s'intéressait quand même un peu jusqu'ici à regarder en l'air, de regarder en bas. Donc, il y a plein de problèmes de métaphores, de prières, de réflexes, disons, qui sont assez difficiles. J'étais la semaine dernière à Rome, et dans les églises baroques. Vous en avez beaucoup au Brésil aussi, où on voit ces magnifiques cieux avec des saintes vierges emportées dans le ciel, etc. L'idée de leur dire, attendez, il faut maintenant revenir sur Terre et vous rappeler que le thème, c'est quand même celui de l'incarnation et pas celui de l'envol,
ça pose d'énormes problèmes, mais c'est d'abord, je travaille beaucoup avec ça, avec mes amis catholiques ici en France, c'est d'abord une source de renouvellement assez considérable de la théologie, mais c'est aussi, du point de vue politique, activiste, disons, la possibilité de s'allier avec disons, les activistes plus écologiques au sens laïque du terme, et les millions de chrétiens. Donc, c'est pas, je parle de chrétiens, pas ceux qui veulent, au contraire, s'en aller au ciel, des chrétiens qui reviendraient sur Terre. Donc, il y a un enjeu en termes d'énergie, disons, politique, qui est quand même très important. Et je travaille là-dessus. D'ailleurs, je travaille aussi avec Eduardo et Déborah, parce que c'est un thème qui les intéresse aussi beaucoup. Vous avez fini de Faça Gaiar avec l'encyclique du Papa Francisco, Papa François. Et l'encyclique Fratelli Tutti, il y a, vous avez quelques opinions, quelques pensées sur l'encyclique Fratelli Tutti? Oui, j'en ai beaucoup. Vous parlez de laquelle? De Laudato Si? Laudato Si, sì, oui. Laudato Si, claro. Sì. Parce qu'il en a fait une autre. Mais oui, bien sûr, Laudato Si est très important. Mais encore une fois, c'est fait. Laudato Si et aussi Fratelli Tutti, une opinion sur oui, mais là, je n'ai pas travaillé directement. Je la connais, mais je n'ai pas vraiment travaillé. Mais j'ai été évidemment très intéressé par le moment au Vatican sur l'Amazone, sur la célébration et le texte sur l'Amazonie, bien sûr. Mais on voit que, du point de vue des réactions que ça a suscité en France, en Amérique, et je ne sais pas comment ça s'est passé au Brésil, mais les réactions ont été très vives. Mais je pense que ce n'est pas simplement au pape de faire ce travail, c'est à tous les gens intéressés par la question religieuse. C'est un travail qui est très difficile parce qu'il faut réassocier la question religieuse avec la descente et l'incarnation et pas vers l'envol. Et en même temps, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant la période dans laquelle on avait interprété la question du salut et du jugement, la question eschatologique, en la transportant par figure à l'époque, dans le ciel au sens de heaven, au sens donc ça demande un énorme travail et dans mon expérience, en tout cas en France, c'est juste au tout début pour les chrétiens catholiques, protestants, prêtres que je connais un peu, etc. C'est juste le début de la sensibilisation. On est encore à l'idée que la religion, ça s'occupe des humains, de l'âme des humains et du futur. On est encore au 19e siècle, en tout cas en France. Et donc le pape, s'il est aussi détesté, c'est pour de bonnes raisons, c'est qu'il pointe une direction spirituelle, aussi bien que théologique, et pratique et activiste, qui n'est pas 99% des catholiques, ça c'est absolument certain. C'est pour ça que c'est un personnage prophétique. Pour moi, il est comme Greta Thunberg, c'est les deux figures prophétiques. Passons pour l'autre fil qui est le fil de la guerre et la paix. Le problème de la relation entre la guerre et la paix est un autre fil conducteur de son travail. Dans vos études sur laboratoire, vous mettez en jeu la relation de guerre et de paix dans les associations entre les humains et les non-humains. Dans votre reconstruction de la relation entre sciences politiques, vous montrez comment la philosophie a déclaré la guerre à la foule en la plaçant dans la grotte avec Platon, Socrate. Nous n'avons jamais été modernes. Vous dites que la construction moderne est née d'un dispositif scientifique politique traitant de la guerre civile et Faça Gaiar retour
à cette question. Dans politique de la nature, vous supposez qu'il n'y a pas d'association sans ennemis, qui est la question schmittienne qui retourne aussi à Face à Gaia. Bon, il est un thème récurrent, mais en Face à Gaia, il me semble que votre réflexion prend d'un caractère plus dramatique, plus tragique et plus dangereux avec Carl Schmitt. Quand vous supposez une fois pour toutes que nous sommes en guerre, que nous devons déclarer votre ennemi et nous mettre en défendre de nos territoires de vie, de terrain, de sol, du Lebensraum, etc. C'est, je pense, reconnaître que nous sommes en guerre pour pouvoir construire une paix possible. Telle est la devise de Face à Gaia. En fin de compte, je crois que vous êtes toujours un penseur de la paix et de la diplomatie, où la politique est le processus de composition d'un bon monde possible, voire d'un meilleur monde possible, et ainsi la guerre entre commun dans cette pensée de paix. C'est soit une dimension ontologique ou stratégique, ontologique, stratégique, comment la question de la guerre est développée dans votre pensée, aujourd'hui et d'hier. Et vous avez lu tous ces livres, c'est impressionnant. Je ne suis pas habitué à avoir des questions de gens qui ont lu mes livres. En France, personne ne me lit, donc j'ai toujours des questions qui sont des questions assez simples ou bêtes. Là, vous posez des questions compliquées et instruites en plus. Mon entrée dans l'affaire est assez simplement, je l'avoue, schmittienne. C'est-à-dire la distinction entre le mauvais ennemi, celui qui est à éliminer, et le vrai ennemi, c'est celui qui est suffisamment, qui attaque votre définition de vous-même au point que vous n'êtes pas sûr du tout qui va gagner ou qui va perdre. Donc ça, j'ai ça en tête depuis toujours, en quelque sorte. Et j'ai été frappé quand j'ai abordé la question écologique, qui était votre première question, qu'on continuait à transporter dans les questions écologiques une version assez simpliste de l'accord. C'est-à-dire que du moment qu'on s'intéressait aux questions de nature, on allait forcément converger. Et évidemment, c'est exactement le contraire de ce qui s'est passé. De ce point de vue-là, ma vision est de plus en plus tragique, parce que je n'avais pas imaginé, même quand j'écrivais politique de la nature, qu'on serait au niveau de la politique de Trump ou de Bolsonaro, ça c'est évident. Donc c'est le même argument, mais de plus en plus tragique au fur et à mesure que la situation se tend, disons. Mais ce qui est clair, c'est que dans la situation où on se trouve, plus personne n'imagine que les questions de nature vont unifier. Les questions de nature désunissent. Et cette désunion, vous l'avez dit de façon tout à fait excellente, soit on dit, mais si, on va s'arranger, on va faire des accords, on va se réunir autour d'une table et on va être d'accord sur sauver la forêt amazonienne ou les glaciers ou la température de l'atmosphère terrestre, etc. En niant, donc en cachant le fait que c'est une situation beaucoup plus tendue que ça, soit on dit, si, regardez, c'est un état de guerre. C'est un état de guerre que la pensée décoloniale étudie depuis très longtemps, c'est-à-dire, et que le Brésil connaît parfaitement à la fois dans son histoire et dans son présent, qui est le fait que les États ne sont pas simplement dans des relations de diplomatie classique en État-nation, mais dans une situation de guerre. Et donc, il se trouve maintenant que cette situation de guerre, elle est beaucoup plus compliquée à saisir parce qu'elle traverse tous les États, y compris le Brésil, la France, les États-Unis. Et donc, mon argument est de dire, si vous voulez imaginer une situation de paix, il faut déclarer la situation de guerre. Ça ne sert à rien de dire qu'on va finir par s'entendre sur les questions écologiques. Et j'y suis d'autant plus sensible que, évidemment, ça relie à la question sur la sociologie des sciences. Il y a une tendance dans les milieux écologiques, cette fois-ci au sens scientifique, de dire, mais puisqu'on sait scientifiquement que c'est comme ça,
que la Terre est menacée par le CO2, etc., on va s'entendre. Une version pédagogique, si vous voulez, une version scientiste de la politique. Et ça, je sais que ça ne va pas marcher. Ce n'est pas parce que les bolsonaristes ou les trumpistes, ce n'est pas parce qu'ils manquent de connaissances. C'est parce qu'ils ont décidé de faire la guerre à ceux qui contestent. Donc, la déclaration de guerre, le fait que, je ne sais pas moi, la décision de Trump de quitter l'accord de Paris nous envahit, nous, les Français, comme nous avons envahi les pays du Sud, etc., ça clarifie les choses. Seulement, ça c'est la deuxième partie du problème, les camps. Ce n'est pas un sujet où on peut faire des camps, parce que ces sujets de guerre concernant, disons, les mondes dans lesquels nous sommes, nous traversent tous. Et donc, on ne peut pas organiser comme on le pouvait le faire avant, entre les socialistes et les capitalistes, disons, les prolétaires et les capitalistes. Cette grande scène qui avait organisé la politique et qui traversait également toutes les nations. C'est une guerre, mais tellement dont les camps sont très compliqués et dont nous sommes tous, chacun, traversés par les disputes. Et donc, on a la peine à l'organiser, cette guerre, à la situer comme une guerre classique, une guerre, disons, c'est une guerre au sens de Schmitt, presque une guerre de partisans, c'est-à-dire on ne sait jamais où sont les amis et les ennemis. Et ça demande un grand soin pour décider qui est contre et qui est pour. Et on voit d'ailleurs que, et au Brésil et en Amérique, l'erreur vient probablement des deux côtés dans la désignation de qui est mon ami et qui est mon ennemi, ce qui crée des conflits impossibles à résoudre. Et disons, cette grande brutalisation de la politique que nous vivons, où on passe de l'ennemi au sens schmittien à l'ennemi au sens de cafard à écraser et à faire disparaître, qui est évidemment le contraire de l'ennemi. Donc, on est dans une situation qui est tragique, parce qu'on a l'impression qu'il y a des ennemis partout, mais on n'arrive pas à définir ceux avec lesquels on peut s'allier. Et c'est pour ça que mon affaire depuis Face à Gaïa, et qui est le sujet du livre Où atterrir et de celui que je viens de finir, c'est de dire il faut qu'on définisse le sol sur lequel ces guerres se passent. Donc, on sort de ce problème de guerre et de paix et on commence à définir qui sont les amis et les ennemis uniquement si on commence à définir le monde matériel auquel on appartient, disons. Autrement dit, pour avoir des amis et des ennemis, il faut d'abord avoir une terre pour pouvoir repérer un peu qui est qui, disons. Et si vous ne savez pas où vous habitez et de quoi vous dépendez, vous ne pouvez pas définir vos amis et vos ennemis. Donc, c'est un peu ce qui est indiqué dans le dernier chapitre de Gaïa, mais qui est plutôt développé après. Et la question est non statale, mais plus d'associação de humains e não humains. Né? La question de guerre est déséstatisée pour votre pensée sur la guerre. Les territoires ne sont pas territoires de l'État-nation, mais territoires des groupements, des associations qui sont en même temps locales et mondiales. Oui, le problème, là, vous avez tout à fait raison. On a combien de questions encore, André, juste pour que je sache? La question politique, géopolitique. Né? Je formule de la forme suivante. On a encore une question. On a encore une question. Dernière question. Terminons pensando. Vous avez raison, je réponds juste sur le. Ce n'est pas des territoires au sens de l'État-nation, ça c'est évident. L'État-nation a organisé, de nouveau on est dans le nomos de la Terre, hein, de Schmitt, c'est difficile d'avancer beaucoup plus loin que ce texte extraordinaire. Les États-nations avaient organisé un système d'occupation des territoires, de prise des territoires extérieurs et de définition de la paix et de la guerre dans un certain espace international. Aujourd'hui, on ne retrouve rien de tout ça parce que c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'on ne sait pas où est le territoire. C'est l'argument de Où atterrir. Il faut reconstituer les territoires. Et c'est seulement si on arrive à reconstituer
les territoires qui sont à la fois insérés dans les États-nations et distincts des États-nations, qu'on va pouvoir définir quelque chose comme des camps ou des zones, des fronts, disons. Mais si on n'a pas de territoire, on ne peut pas avoir de politique. Et les États-nations ne sont pas de bonne façon de définir les territoires en guerre, ça c'est clair. Par exemple, la belle dispute de l'année dernière entre Bolsonaro et Macron sur les feux de l'Amazonie liés au soja des vaches françaises, c'est un cas typique. C'est à la fois la possibilité d'un accord, mais on voit que le territoire sur lequel se fait l'accord entre les vaches, le soja, la forêt et l'Amazonie, la France et le Brésil, on n'a pas les outils de relations internationales pour les traiter. La dernière question est sur la politique, né? Le problème politique par excellence, qui est que faire, né? Il sera inévitable d'en parler sans se souvenir que nous faisons cet entretien au lendemain des élections américaines, né? Et Guattari a écrit avec l'impact des élections de Donald Trump. Dans les 2 dernières conférences de Face à Gaia, ainsi que dans UATRI, vous abordez des enjeux politiques. Je pense que la clé est la reconnaissance que la question sociale ne peut plus être déconnectée de la question climatique, au sens large du climat, et vice-versa, réciproquement. Les conflits à l'ère de l'Anthropocène, qui est l'époque de la géohistorique, sont conflits et seront de plus en plus géosociaux et géopolitiques, comme vous avez dit. Cela exige, à mon avis, une nouvelle esthétique, comme vous avez dit dans les débuts de Face à Gaia, et de nouvelles institutions. Nous sommes en sensibilité aux alertes. Nous avons besoin d'une nouvelle esthétique, d'une ressensibilisation et de nouvelles institutions. Dans la dimension esthétique, vous apportez la responsabilité de Donna Haraway et les besoins d'une activité de traçant, un effort pour décrire de manière exhaustive le terrain de la vie. Et dans la dimension institutionnelle, vous apportez à la question de la Mandier, de la recomposition politique. Latour, pourrions-nous terminer par votre réponse à ces 2 points? Premièrement, une réflexion. Je vais répondre, mais sur la ressensibilisation terrestre pour la géohistoire e também la questão des instituições que pourront servir de médiateurs. Le livre est quel? Quel est le livre? Critical Zones. Parfait. C'est pas la Bible, mais ça répond à votre question. Si. Oui, oui. C'est le livre de l'exposition sur les zones critiques. Parce que c'est mon plus beau livre et c'est ce que j'ai essayé de... ça répond exactement à votre question, c'est-à-dire quelle est l'intersection entre l'esthétique, la science, la politique, pour arriver à redéfinir le terrestre. Parce que finalement, quand on parle du terrestre, on parle d'un objet, Gaïa, qui ne peut pas être découpé de la même façon que la sphère des États traditionnels. Pas traditionnels, c'est-à-dire ceux de l'époque moderne. Donc, c'est pour ça qu'on a autant de difficultés à définir les camps politiques. Et pourquoi ceux qui sont en ce moment en train de se battre aux États-Unis entre républicains et démocrates sont aussi mal conçus, disons. C'est des agrégations de fiction complète sur ce que c'est qu'un territoire, avec des oppositions qui sont des oppositions
sur le masque, enfin, qui n'ont aucune espèce de sens, pratique. Donc, il y a un vrai problème, c'est qu'il y a 9 milliards de gens qui sont en train d'essayer de définir sur quelle terre ils habitent. En fait, c'est une question extrêmement simple. Et qui, en plus, doivent s'arracher au découpage qui avait été fait sur le planisphère de la période dite des grandes découvertes. Bon, c'est pas un terme qu'on ne peut plus utiliser, mais qui a été utilisé dans ma jeunesse, pour définir justement le quadrillage sur Terre planète. Maintenant, sur Terre Gaïa, personne ne sait exactement comment se dessinent les associations. Ça, c'est clair. Le cas tout à l'heure du SPA est un bon exemple. Donc, on est effectivement dans une situation où l'esthétique, au sens très large du terme, c'est-à-dire la capacité de donner la sensibilité à la situation, joue un rôle moteur. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec les artistes. D'ailleurs, la semaine prochaine, j'ouvre une exposition à distance, évidemment, à Taipei, à Taïwan, parce que sur la question, la formulation exacte de ce que vous dites, l'exposition s'appelle « Vous et moi, nous n'habitons pas sur la même planète ». C'est une façon assez claire de dire on ne sait pas où on est et on ne sait pas quelle est la possibilité de faire de la diplomatie avec des êtres et des planètes aussi distantes les unes des autres. Qu'est-ce que c'est que de faire de la diplomatie entre planètes? Alors qu'avant, on croyait qu'on faisait de la diplomatie entre nations. Donc voilà, c'est un problème de redéfinition des frontières, mais redéfinition aussi des sols, des terrains sur lesquels se pratique la vie politique. Donc là, on s'aperçoit qu'on n'a pas été aidé par le XXe siècle. Et on est obligé de reformuler complètement ce que c'est que le droit, ce que c'est qu'un sol, l'attitude même par rapport, comme on dit maintenant, aux non-humains, etc. Et là, personne n'a la solution. C'est un pullulement d'initiatives, d'effroi et de recherche scientifique, artistique, militante dans tous les pays du monde. Mais on n'a pas de scène publique, disons, internationale qui corresponde à ces efforts. On a dans chaque nation un pullulement d'initiatives qui critiquent la relation internationale. Mais on n'a pas l'équivalent de ce qu'a été les relations internationales au XXe siècle, à cause, je le rappelle quand même, de 3 guerres, enfin de 2 guerres mondiales et d'innombrables conflits locaux. Donc le XXIe siècle, tel qu'il va travailler la question du climat, disons, va peut-être le travailler aussi par, j'ai peur de le dire, mais une multitude de situations de guerre qui sont un peu effrayantes à considérer. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas un jour où on peut être optimiste, puisque c'est le jour de l'impossible. Enfin, je ne sais pas quel jour c'est d'ailleurs, parce que je ne sais pas si c'est l'élection, le résultat de l'élection, on l'attend au moment même où je vous parle. Mais en tout cas, quel que soit le résultat, ça montre la gravité de notre incapacité à définir les camps qui sont en train de se disputer des affaires. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Magnani, Merci beaucoup. vos questions. C'était très précises et c'est agréable d'être interviewé par quelqu'un qui a lu des choses. C'est une habitude que j'avais un peu perdue et qui prouve que la qualité de l'intelligence brésilienne est tout à fait remarquable et, comme je le sais depuis longtemps, ayant beaucoup de relations avec le Brésil depuis mon enfance.